Déjà, merci à toutes et à tous d'être présents pour ce nouveau Cyber Meet. J'allais vous dire un peu plus nombreux que d'habitude, mais a priori non, vu de ceux qui sont juste présents là, mais sans doute les autres vont arriver. On est déjà une petite trentaine. Le sujet de ce soir, on le partage avec notre partenaire Lovell. Ça a trait évidemment à la réglementation 2024, qui est évidemment, comment dire, prégnante sur l'exercice cyber cette année, donc Nice 2 et Dora. Je pense que Florence et les gens de chez Lovell prendront la parole sur le sujet derrière. Moi, je vais vous présenter rapidement CyberT. Si tu peux te mettre juste sur le slide, Florence, merci. L'autre d'après, bing. Hop. Ouais, voilà. Bon, le but, c'est pas de vous faire la pub ou la com sur Lovell ou Cyberty aujourd'hui, mais que vous sachiez quand même quels sont vos interlocuteurs aujourd'hui. Et si vous avez besoin de nous rappeler pour différents sujets, n'hésitez pas. Cyberty, ça a été créé en 2021. On est parti d'un constat assez simple, une pénurie, une tension sur le marché de la cyber, et surtout beaucoup de top experts éparpillés de façon un peu éparse sur le marché. Donc, on a décidé de créer CyberT pour donner une communauté, un toit à cette communauté, pour être plus précis. Et on a mis volontairement le curseur côté expert et non pas côté market, côté client. Donc, on a vraiment vocation d'accompagner cette communauté. Donc, comme ça l'est écrit là à droite, aujourd'hui, on a à peu près 7000, un peu plus de 7000 membres pardon, 7000 experts dans la communauté et un peu plus de 500 membres dans le club. Il y a évidemment des différences entre ceux de la communauté et les membres. Les membres ont des devoirs, mais aussi des privilèges en étant dans le club sur l'accompagnement d'un certain nombre de sujets. Ça peut être la création d'une structure ou l'optimisation d'une structure. Ça peut être un bilan ou un suivi carrière avec des formations, des certifications, des jeux de test. Il y a toute la partie aussi communication partagée avec nos membres où des livres blancs, des articles, des posts sont écrits, sont partagés pour mettre tout le monde en visibilité. Et après, plus basiquement, c'est toute la partie intermédiation. Donc, c'est la recherche de missions assez high level pour nos membres et de pouvoir les proposer aussi à nos clients. On intervient sur toute la zone Europe. Et aujourd'hui, quoi, depuis 2024, on peut vraiment dire que CyberT a vraiment fédéré autour du club, vraiment la première communauté en cyber. Voilà, j'ai fait court. J'imagine que vous aurez des questions post-présentation avec notre partenaire Lovell. Donc, gardez vos questions pour la suite. Comme ça nous permet d'être plus fluide sur le déroulé. Et après, chacun pourra questionner à sa convenance, évidemment, les gens et les consultants de chez nous, de chez Lovell. Merci. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon meeting. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais prendre la parole avant que Florence et Oran vous plongent sur la réglementation DORA et ses enjeux, en mettant en perspective effectivement Nice 2 et un peu l'ISO aussi. Donc, en deux mots, Lovell Consulting, qui sommes-nous? Donc, on est un cabinet de conseil spécialisé dans la gestion des risques et la gouvernance de la sécurité des systèmes d'information. La société est dans sa cinquième année. On est une trentaine de collaborateurs aujourd'hui. On a réalisé 3 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an passé. Ce qu'il faut retenir de Lovell Consulting, c'est qu'on intervient principalement en Île-de-France, on est basé à Paris, et on adresse 6 grands domaines d'expertise, qu'on peut voir sur la slide suivante. Tous les sujets autour de la gouvernance et de la gestion des risques, bien sûr. Des sujets de conformité, on va le voir après, même s'ils sont en lien avec un certain nombre de domaines d'expertise qu'on traite. Les sujets de résilience opérationnelle et des enjeux plus opérationnels autour de la sécurité du cloud, de la gestion des identités et des accès et de la protection des données. Voilà, donc j'arrête la présentation ici. L'idée, c'est de se concentrer sur Dora aujourd'hui, mais voilà, juste une introduction rapide sur Lovell et effectivement une autre slide pour terminer sur nos clients. On accompagne principalement des clients au grand compte, secteur banque, finance, assurance, un peu de secteur du service, retail également, et dans certains cas des ETI, voire des startups sur leurs enjeux de sécurité, mais on les adresse de manière un peu différente parce que les process et les niveaux de maturité sont hétérogènes en fonction de ces différents types d'acteurs. Et les retours d'expérience qu'on va vous présenter, qui seront anonymes, sont plutôt des retours d'expérience euh, liés à des projets menés pour des clients grands comptes. Voilà, ça, je pense que c'est important de le souligner. Voilà, je vous Et laisse la ben, parole.
Voilà, on peut passer à Dora maintenant. Tout à fait. Le but aujourd'hui, en fait, c'est pas de rentrer dans tous les détails de Dora, mais de vous donner une overview du sujet et puis des différentes thématiques qui entrent dans la réglementation Dora, et puis de vous exposer comment c'est articulé par rapport à NIS 2, par rapport à l'ISO aussi, et puis vous faire un petit retour d'expérience avec Oran sur nos missions de mise en conformité Dora dans deux entreprises différentes, et la façon de gérer la mise en conformité qui n'est pas forcément la même sur deux expériences et deux entreprises différentes. Donc Dora, Dora qu'on appelle Digital Operational Resilience Act, qu'on connaît sous l'acronyme de Dora. C'est un règlement européen qui a été publié en 2022 au Journal officiel de l'Union européenne. C'est l'accroissement exponentiel des cyberattaques dans un contexte de transformation digitale qui ont poussé et le législateur européen et des organismes de certification à multiplier des initiatives pour renforcer la résilience dans le système financier. Donc c'est un règlement qui se veut sectoriel aux entreprises du secteur financier. Donc Dora est vraiment le produit, voilà, et de cet accroissement des cyberattaques et de ce contexte de transformation digitale. Donc la transformation digitale des entreprises du secteur financier, elle a d'une part renforcé les interconnexions et les relations de dépendance entre les sociétés donc, de ce domaine-là, mais également avec les fournisseurs d'infrastructures et de services numériques qu'on verra un petit peu après. Cette interdépendance, elle souligne la nécessité d'une approche réglementaire pour atténuer les risques émergents et ainsi garantir la stabilité du secteur financier. Donc les entités financières, elles doivent plus seulement se défendre, mais résister. Et c'est vraiment ici que se situe cette notion de résilience introduite par Dora, qu'on connaissait déjà, mais qui a vraiment été renforcée par ce règlement. Et être résilient pour une entité financière, c'est être en capacité de se protéger, en particulier de protéger ses activités vitales, on nomme importantes ou critiques dans Dora, et qui font tourner voilà, l'entité. Mais c'est également et surtout la capacité à résister à une cyberattaque, voilà, un arrêt d'activité. Dans le milieu de la cyber, c'est vrai qu'on entend souvent que la question à se poser n'est pas est-ce que je vais subir une cyberattaque, mais plutôt quand est-ce que ça va arriver. Et c'est d'autant plus vrai pour des entreprises du secteur financier qui traitent des données sensibles et qui jouent un rôle clé dans le fonctionnement de notre société actuelle. Et donc l'enjeu de Dora, c'est vraiment de renforcer cette stabilité et la sécurité des informations et des services. Donc des services numériques, pardon, qui sont utilisés par le secteur financier. L'objectif, c'est d'unifier la gestion des risques informatiques dans le secteur financier, d'en assurer la continuité opérationnelle, notamment en cas d'incident, pardon. Et Dora permet cela en assurant à travers son texte un cadre de résilience numérique efficace et permet d'harmoniser vraiment cette notion de résilience dans un contexte législatif qui est assez fragmenté, enfin qu'il était du moins, en fonction des différents pays européens. Et donc vous voyez là quatre gros objectifs voilà, liés à Dora. Dora vise de 1 à réunir sous forme de normes les bonnes pratiques identifiées localement et donc validées par ce qu'on appelle les autorités européennes de surveillance, à favoriser la communication, la coordination entre les différentes entités, donc liées à notamment la remontée d'informations qui concernent les incidents, à harmoniser les exigences et éviter justement ces fameux chevauchements et incohérences entre des normes, des directives et des standards qui existent déjà, et à limiter les coûts de mise en conformité, notamment pour des entités financières qui exercent des activités transfrontières en Union européenne. Du coup, on va peut-être passer maintenant où, qui et quand. Donc, où s'applique Dora? Comme vous l'avez compris, c'est un règlement qui s'applique directement à l'ensemble des États membres et à tous les États membres de l'Union européenne à partir du 17 janvier 2025, donc à partir du 17 janvier prochain.
Qui est concerné par DORA? Ce sont les entités financières des États membres de l'Union européenne, des banques, des bourses, des gestionnaires de fonds, des compagnies d'assurance, les autorités européennes de surveillance qui collaborent au projet et qui sont là pour aider à la mise en application et effectuer les contrôles, les autorités nationales compétentes comme l'AMF ou la CPR. En fait, ce sont des entités qui vont être attribuées aux différentes entités en fonction de leur secteur. Pour les assurances, par exemple, voilà, c'est la CPR qui est l'autorité compétente et qui est en charge d'accompagner les assurances dans leur mise en conformité DORA et qui sera à même aussi de venir les contrôler à partir de janvier 2025 pour vérifier la mise en conformité, que la mise en conformité est bien effectuée. Et une grande partie de DORA aussi, on en parle, c'est les sous-traitants justement de services TIC. Donc TIC, c'est technologie de l'information et de la communication, puisqu'en fait, ils sont aussi concernés par la réglementation DORA indirectement, puisque les entités financières vont devoir s'assurer que leurs sous-traitants ont bien eux aussi une capacité à résister et qu'ils entrent bien dans ce processus de résistance et de résilience. Donc, ils ne seront pas eux contrôlés, mais ça sera aux entités financières de venir vérifier qu'ils sont capables de continuer une activité en cas d'incident. Et puis, on a un petit calendrier, tu l'as dit, Oran, le texte a été signé par le Parlement en décembre 2022 et publié dans la foulée. Il est entré en vigueur en janvier 2023 et la mise en conformité doit être donc pour le 17 janvier 2025. J'insiste un petit peu sur ce calendrier DORA qui est un petit peu particulier parce que les textes finaux, donc on a plusieurs textes dans DORA, il y a le texte fondateur, on va dire, ce qu'on appelle le texte de niveau 1, qui lui a été publié en janvier 2023, mais qui a été étoffé par des textes qui viennent préciser certaines exigences du texte de niveau 1 qu'on appelle les RTS ou les ITS, Regulatory Technical Standard ou Implementation Technical Standard. Donc, ils viennent préciser certaines exigences de la norme, notamment sur la façon de gérer les risques, la façon de procéder aux tests fondés sur la menace, comment classifier les incidents. Enfin, il y en a à peu près une dizaine de textes complémentaires. Et il faut savoir que les premiers textes finaux ne sont sortis qu'en mars de cette année. Le premier lot est sorti en mars et on attend le deuxième lot pour le 16 juillet, pour avoir des versions finales. On a fait ce petit exercice d'analyse entre les versions draft qui ont été publiées en janvier et le premier lot en mars. Et effectivement, il y a quand même certaines différences. Il y a des choses qui ont changé, des articulations de chapitres qui ne sont plus les mêmes, des exigences qui ont été modifiées. C'est pour ça qu'on a tendance à se dire, à vouloir se précipiter pour vite se mettre en conformité. Mais le calendrier DORA est un peu particulier et en fait, il faut quand même finalement attendre, pas de précipitation, attendons d'avoir les textes finaux pour commencer vraiment à travailler sur le sujet, sachant que oui, on doit être conforme en janvier, mais je ne pense pas que les autorités viennent contrôler tout le monde le 18 janvier et attendent une mise en conformité totale comme ça l'a été pour le RGPD. Il y aura certainement une petite souplesse à partir du moment où on est en capacité de prouver que la mise en conformité a commencé et qu'on a un plan d'action sur le reste, sur les conformités, les non-conformités qui ne sont pas encore levées. Alors, DORA, c'est quoi? DORA, c'est cinq grands piliers qui sont répartis comme ça sur la gestion des risques liés aux TIC. Là, ce pilier-là, c'est vraiment de s'assurer qu'il y a vraiment un cadre de gouvernance et de contrôle, et puis aussi un cadre de gestion des risques dans les entités financières. Le deuxième pilier, c'est le signalement des incidents liés aux TIC. Là, le but, c'est d'harmoniser et de centraliser la notification des incidents, puisque dans le cadre de DORA, un incident qui sera considéré comme majeur devra être signalé aux autorités compétentes, mais au moins que tout le monde ait la même grille de lecture, que toutes les entités aient la même. Les tests de résilience opérationnelle, c'est effectivement de tester l'efficacité du cadre de gestion des risques et de vérifier que les mesures qu'on a mises en place pour répondre aux incidents sont bien efficaces.
Le quatrième pilier, c'est la gestion des risques, mais liés au tiers, j'en parlais tout à l'heure, c'est de vérifier que nos partenaires ont bien le niveau approprié en matière de continuité d'activité, en matière de résilience, en matière de résistance, et de responsabiliser aussi les sous-traitants à cet aspect à cet aspect de la résilience. Et le dernier pilier, c'est le partage d'informations et de renseignements. Le but, c'est de pouvoir promouvoir l'échange entre toutes les entités financières, de pouvoir partager les informations et par là même pouvoir partager les nouvelles cybermenaces, les nouvelles vulnérabilités, avoir vraiment un échange pour éviter la diffusion d'attaques et partager l'expérience ensemble. On va essayer juste de détailler un tout petit peu chaque pilier pour que vous compreniez quelles sont les thématiques à l'intérieur de chaque pilier. Je ne reviens pas sur les objectifs puisque je viens de les donner. En ce qui concerne la gestion des risques, en fait, là, le but, c'est vraiment de protéger ses actifs, de protéger ses logiciels, son matériel, ses données. Alors, de plusieurs façons, c'est déjà d'avoir un cadre de gouvernance. Un cadre de gouvernance, ça veut dire avoir d'avoir défini des enjeux, des objectifs de sécurité, des objectifs de continuité, et que ces enjeux soient définis et validés par la direction qui s'implique et qui se responsabilise par rapport à la gestion de ces risques. La deuxième étape, c'est d'avoir un cadre de gestion des risques. Alors là, qu'est-ce qu'on met dans ce cadre? C'est d'abord l'identification des fonctions critiques ou importantes avec les risques associés, puisqu'il faut savoir que DORA, le périmètre DORA ne concerne dans une entité que les fonctions critiques et importantes. Ça ne s'appliquera pas aux autres fonctions de l'entreprise, elles ne rentreront pas dans le cadre de DORA. Donc la première étape, c'est vraiment déjà de pouvoir les identifier. Une fois qu'on les a identifiés, on va bien sûr faire une cartographie, avoir une cartographie documentée des actifs qui supportent ces fonctions critiques. Et une fois qu'on a bien évidemment la cartographie des actifs, c'est être capable de mettre en place des mesures de protection, de prévention, de détection, de réponse, de récupération, un plan de continuité d'activité éprouvé. Et la dernière chose, c'est avoir une stratégie de communication pour être capable d'être très réactif en cas de crise et pouvoir communiquer le plus vite possible avec des rôles établis et des rôles clairs. La dernière partie, c'est bien évidemment d'évaluer ces risques, de les coter et de faire ça de manière continue. Le but, c'est au moins annuellement, mais ça peut être aussi suite à un incident. Ça doit être un document, l'analyse de risque, un document vivant qui peut être mis à jour suite à un incident, suite à un test de résilience qui aurait ressorti des anomalies ou suite justement peut-être à une remontée d'informations d'une autre entité financière. Le deuxième pilier de DORA, donc Florence vous a présenté, c'est le signalement des incidents liés au TIC. Donc pareil, je ne vais pas repréciser les objectifs. Par incident, c'est important de le signaler. On entend ici à la fois les incidents IT, donc des incidents de production par exemple, mais aussi des incidents de sécurité, par exemple un ransomware. Et donc ce pilier-là, donc, qui est évoqué dans le chapitre 3 de DORA, il vise vraiment, comme l'a aussi indiqué Florence, à traiter les incidents donc voilà, de toute nature, mais en particulier à définir un processus de gestion des incidents assez normé, donc voilà, qui va notamment se traduire par le fait d'instaurer des procédures claires pour catégoriser, classer les incidents. Donc DORA précise notamment dans l'un de ses Regulatory Technical Standards, donc RTS, donc texte de niveau 2, une grille de classification des incidents, voilà, une matrice de classification qui est assez spécifique à DORA. Donc qui doit être intégrée dans les frameworks existants au sein des entités financières. Dans ce processus de gestion des incidents, il y a également toute une phase d'attribution de rôles et de responsabilités vraiment claires qui doit être définie pour les différents types, scénarios d'incidents.
Il y a également un point important qui est toute la phase de plan de communication, donc qui doit être défini en amont, qui sera notamment qui aura vocation à communiquer auprès du personnel, des parties prenantes externes, des médias, des clients. DORA demande également, dans le cadre de cette gestion des incidents, à avoir un plan de réponse à incidents. Et notamment, voilà, Florence, elle avait à nouveau mentionné, dans le cadre d'incidents qualifiés de majeurs, une obligation de remontée d'informations aux autorités compétentes. Donc, par exemple, pour le milieu de l'assurance, la CPR, à travers, à nouveau, une nomenclature et on va dire un framework assez, un formalisme plutôt assez strict, donc avec voilà, une notification initiale, un rapport intermédiaire, un rapport final. Et donc, voilà, cela dans un formalisme décrit par Dora. Dans ce chapitre-là, également, est abordée toute la partie veille sur les cybermenaces. Voilà, donc Dora demande de renforcer cette partie de veille et également, du coup, de partage d'informations sur ces fameuses cybermenaces entre les différents établissements financiers, donc à travers des groupes de place. On va passer du coup au troisième pilier qui est tester la résilience opérationnelle numérique. Donc cette partie-là, en fait, il y a 3 points. C'est avoir un programme de test, un programme annuel qui est construit et sur lequel on va tester au moins une fois par an tous les systèmes et applications de TIC qui soutiennent les fonctions critiques ou importantes, encore une fois, avec des tests qui sont appropriés, avec une approche basée sur les risques. C'est-à-dire qu'on peut faire différents types de tests, on peut faire des évaluations, analyses au scan de vulnérabilité, ou encore des évaluations de la sécurité des réseaux, des examens de la sécurité physique ou du code source, ou des tests fondés sur des scénarios, ou éventuellement des tests, des pen tests. C'est en fonction au final de la criticité de l'application TIC ou de l'actif TIC. Donc ça, c'est le premier point, c'est voilà, avoir un programme de test. Quand on intègre une application dans son système, il faut obligatoirement qu'elle soit testée avant toute intégration. Et puis avoir un plan aussi annuel pour retester toutes les applications qui soutiennent une fonction critique. Le deuxième volet sur la partie test, ce sont les tests de pénétration fondés sur la menace qui devront avoir lieu tous les 3 ans. Donc ce qu'on appelle les Red Teams. Là, en fait, ce sera sous le contrôle en fait de l'autorité compétente, puisque l'autorité compétente peut même exiger finalement que l'entité financière procède à plus de tests que un tous les 3 ans. Elle peut demander à ce que 2 soient opérés. Et c'est pas n'importe quelle entreprise qui peut faire ce test-là. Le test doit être organisé en collaboration avec l'autorité compétente et l'entreprise doit être validée. L'entreprise qui va réaliser le test doit être validée par l'autorité compétente. Le troisième volet, et on sait que dans tous les sujets de la cyber, c'est un sujet essentiel, c'est pour assurer la sécurité, c'est la sensibilisation aussi sur cette partie résilience de tous les employés du secteur et particulièrement la direction. Le quatrième pilier, il s'agit ici de la gestion des risques liés aux tiers dans le domaine d'éthique. Donc on l'a dit un petit peu au début de la conférence, mais au sein des entités financières, donc il y a une grosse transformation digitale en cours. Donc ça renforce les interconnexions, les dépendances entre les sociétés, mais aussi justement avec les fameux tiers, donc les fournisseurs d'infrastructures de services numériques. Donc on entend au sens de Dora les fournisseurs de services TIC. Par fournisseur de services TIC, c'est important de le préciser, Dora entend donc c'est une entreprise qui fournit des services numériques, des données aussi, qui permettent de réaliser des activités financières. Donc ça inclut aussi les services de fourniture de cloud, de logiciels, d'outils d'analyse de données, de data center. Donc c'est assez large. Ce chapitre-là, il vise vraiment, voilà, comme c'est écrit, à évaluer et à gérer les risques liés aux prestataires de services TIC auxquels l'entité financière va faire appel. Donc ça passe
dans un premier temps, et ça c'est un travail qui est qui peut être assez difficile à mener, qui est vraiment cette phase d'inventaire de fournisseurs d'éthique, donc à travers vraiment la création d'un registre d'informations qui doit être évidemment tenu à jour, et assez exhaustif pour permettre d'être utilisé correctement, et notamment ensuite pour déboucher vers les étapes qui suivent, notamment la partie de vérification, clause contractuelle, et toute la partie d'exigence de sécurité qui doivent être proportionnelles évidemment en fonction du prestataire et de la sensibilité de la prestation réalisée, notamment des prestataires qui soutiennent des activités considérées comme importantes, critiques pour l'entité financière. Toujours dans cet aspect contractuel, les entités financières doivent prévoir ce qu'on appelle des stratégies de sortie. Donc, si demain la prestation doit cesser, il faut être capable d'avoir défini une stratégie de sortie pour sortir de la prestation. DORA demande également de réévaluer régulièrement l'éthique. Donc, ça passe par des réévaluations, ça peut être des audits, ça peut être des réévaluations qui peuvent être faites au niveau des entités, des équipes sécurité, mais vraiment pour continuellement s'assurer que le prestataire avec qui on a contractualisé répond aux exigences de DORA. Et cela doit être fait également dans le cadre de tout nouvelle relation contractuelle avec un nouveau partenaire, voire même avec lors de le changement dans cette relation contractuelle. Donc, ce point-là, il est assez important et pas forcément toujours évident à mettre en œuvre en fonction du partenaire qu'on a en face. Ça peut être un point qui peut être assez compliqué, parfois on le verra, à mener. Et on arrive avec le dernier pilier, finalement, dont on a parlé déjà à plusieurs reprises, puisqu'en fait, DORA, tous les piliers s'imbriquent quand même plus ou moins et se répondent. Donc là, c'est le partage d'informations et de renseignements. Le but, c'est effectivement pour les entités de centraliser les informations et de partager les cybermenaces pour capitaliser ensemble et pouvoir aller plus vite dans la découverte de nouvelles menaces ou même dans la configuration peut-être d'alerte de cybersécurité ou d'outils de configuration. Le but, c'est d'arriver vraiment à collaborer et à échanger autour de ce sujet-là. Donc là, on a fait un petit peu le tour en fait des grandes thématiques de DORA, qui donc est axée vraiment sur la résilience numérique opérationnelle. Là, je vais essayer de vous montrer un petit peu rapidement comment DORA s'articule dans NIS 2 et inversement. On va essayer de comprendre un petit peu la différence. Là, vous avez un petit schéma en fait qui est bien représentatif. En fait, NIS 2, elle s'adresse aux entités essentielles et aux entités importantes. Elle est applicable dans toute l'Europe, mais chaque pays peut l'appliquer différemment. Contrairement à DORA, qui, elle, rejoint NIS 2 sur le sujet de la résilience, mais n'est applicable qu'aux entités financières. Et par contre, elle, c'est un règlement européen, et donc elle est applicable telle qu'elle dans toute l'Europe. Il n'y a pas de modification possible ou de transposition possible au droit national de chaque pays. NIS 2, donc c'est une directive, elle sert à fixer un cap. À l'inverse, DORA, c'est un règlement qui est applicable en l'état dans tout. C'est un acte législatif contraignant et il doit être mis en œuvre dans son intégralité. Les deux textes, en fait, se complètent. NIS 2, ça vise plutôt à renforcer le niveau de sécurité global dans l'Union européenne, puisqu'il ne traite pas que de l'aspect résilience, alors que DORA, elle veut s'assurer que les entités financières, elles soient en mesure de résister et de continuer à fonctionner en cas d'incident, en cas d'incident majeur, en cas de cyberattaque. Du coup, là, quelle loi prime, on va se dire? C'est DORA qui prime sur NIS 2. S'il y a un moment un conflit entre les deux, ce sera toujours DORA qui prime, puisque c'est un règlement européen, ce qu'on appelle lex specialis dans le secteur financier. Donc, toutes les entités financières doivent d'abord répondre à DORA plutôt qu'à NIS 2.
Donc, on va vous proposer également une comparaison, si on peut dire ça comme ça, entre DORA et la norme ISO 27001. Voilà, vous voyez sur ce slide, on a essayé de vous présenter un peu l'imbrication entre ces deux, alors à la fois donc un règlement et une norme, donc un standard. Ce qu'on peut noter, et ce que j'ai moi aussi pu constater, notamment là dans le cadre d'une expérience actuelle au sein d'une entité financière, c'est que la norme ISO 27001, elle vient fournir une base pour donc implémenter un système de management de la sécurité de l'information, le fameux SMSI. Et finalement, cette base, c'est une base qui est solide pour se conformer à DORA. Donc, l'ISO 27001, elle va venir proposer une structure, on va dire des éléments fondamentaux, une baseline, pour répondre aux exigences de DORA. Alors, on le voit voilà, sur la partie de droite, j'ai mis en avant donc, des thématiques de sécurité qui sont présentes dans DORA et plus particulièrement dans le chapitre sur le Risk Management Framework qui est dans son RTS, qui, pour certaines, reprennent vraiment mot pour mot des thématiques, des contrôles qu'on retrouve dans la norme ISO 27001, ISO 27002, pardon. Donc finalement, on voit qu'il y a des grosses similitudes. Cependant, la certification ISO 27001, donc une entité qui serait certifiée ISO 27001, ne suffit pas à elle seule pour garantir une conformité qui est totale à DORA. Voilà, il y a des mesures qui sont supplémentaires qui doivent être implémentées, par exemple ce qui va être lié à la remontée d'incidents majeurs à des autorités compétentes. C'est pas abordé stricto sensu dans l'ISO 27001, c'est assez spécifique à DORA et notamment dans son formalisme. Donc l'ISO 27001, elle donne une approche finalement assez normée et elle permet aussi via son processus d'amélioration continue, donc comme là vous le voyez dans cette fameuse roue que j'ai représentée, elle peut permettre voilà, aux entités financières qui appliquent déjà cette norme pour implémenter leur SMSI à évaluer leur maturité et à implémenter des bonnes pratiques qui sont de toute façon demandées par DORA. Donc, ça peut être une aide finalement à l'implémentation aussi et à la mise en conformité d'un tel règlement. Donc, pour conclure, cette norme-là, c'est une référence qui est importante, qu'on peut garder en tête, qui ne permet pas à elle seule de se conformer à DORA, mais en attendant d'éventuels peut-être futurs frameworks de certification européens, ça reste une très bonne base. Ah, Florence, ton micro est coupé. Pardon, merci. Donc, je me disais que là, on va passer à l'étape où on va essayer peut-être de vous expliquer deux contextes de missions différentes, deux missions de mise en conformité DORA avec deux expériences dans le monde d'entreprises d'assurance. Alors, on est... Attends. Pardon. Donc le contexte, c'est voilà, nos clients, sociétés d'assurance françaises avec des filiales internationales. La mission, c'est la même pour toutes les deux, hein, c'est mise en conformité réglementaire à DORA. Le périmètre, c'est effectivement France et filiales en Union européenne. Et le planning, pour toi, Oran, débuté en septembre 2023 et pour moi en mars 2024. Tout à fait. Ce que je vais ajouter également pour vous donner un tout petit peu plus de contexte, moi j'ai intégré ma mission dans une société qui est une filiale d'un gros groupe financier et qui du coup doit se conformer à ses bornes à DORA, mais aussi doit se conformer au niveau d'un groupe qui va venir alimenter avec des standards et des politiques spécifiques groupes. Donc il y a une sorte de double mise en conformité à faire qui est aussi intéressante et qui peut être un peu parfois complexe à mener. Je voulais vous le préciser et aussi vous indiquer que quand je suis arrivée donc en septembre 2023, le projet avait déjà débuté. On le verra là dans les slides qui suivent, donc sur toute une phase de gap analysis. Je ne vais pas spoiler la suite, mais en tout cas, de mon côté, quand je suis arrivée en mission, le travail avait déjà débuté
et j'ai pris, on va dire, voilà, le bateau en cours de route, quoi. Alors voilà, la mise en conformité et la gouvernance du projet, c'est une approche en 3 étapes. Tu viens d'en parler, Oran. La première étape, c'est faire un état des lieux, donc réaliser une analyse d'écart entre ce qui existe déjà et ce qui est attendu dans Dora, quelles sont les exigences, et puis identifier les écarts qu'on peut avoir. Donc, tu les as différenciés en normatif et opérationnel, effectivement, puisque dans Dora, il y a toute une partie où on doit avoir un cadre qui doit être documenté, on doit avoir des politiques, on doit avoir des procédures, on doit avoir un cadre de gouvernance pour être capable de pouvoir réagir le plus vite possible et limiter un maximum les risques. Et puis aussi identifier tous les écarts opérationnels, la réalisation des tests, l'intégration de mesures de sécurité dans les projets, la gestion des vulnérabilités, la mise en place d'outils pour la gestion des incidents. Donc ça, c'est la première étape, c'est faire un état des lieux pour pouvoir passer à l'étape 2. Je te laisse peut-être la Tout à présenter, fait. l'étape 2. Donc l'étape 2 qui vise, une fois qu'on a fini donc cet état des lieux, à définir sa stratégie de mise en conformité. Donc on traduit les écarts identifiés en plan d'action. On estime le budget et la charge nécessaire au déploiement des plans d'action, donc chose qui n'est pas forcément aisée, on vous en parlera un petit peu après. On priorise ces plans d'action aussi, donc on peut choisir une approche par les coûts, par les risques, les deux. En tout cas, voilà, il faut poser cette stratégie de priorisation. Et puis, in fine, on construit cette roadmap qui est une roadmap voilà, pluriannuelle. Hein, on l'avait vu, c'est des chantiers qui sont assez importants. Et donc, on débouche sur l'étape 3 que je laisse Florence vous présenter. Voilà, une fois que le plan d'action est établi, hein, comme dans toute mise en conformité, ensuite, il faut suivre ce plan d'action, donc lors de comités opérationnels avec les métiers, avec les acteurs qui travaillent sur le sujet, piloter aussi l'avancement de la mise en conformité à travers justement des indicateurs, faire un relevé, suivre non seulement la conformité, l'avancement du niveau de conformité en fonction des actions qui ont été mises en place, mais aussi des indicateurs sur l'avancement concret du plan d'action, à combien de pourcentage d'avancement on est dans notre roadmap, et puis essayer d'essayer de la suivre le plus possible avec les contraintes opérationnelles qu'on peut rencontrer. Et puis, justement, aussi faire du reporting de tous ces indicateurs, du reporting de points bloquants qu'on a pu identifier avec l'ensemble des métiers. Et puis, justement, à faire appel aussi à des sponsors qui aident dans la mise en conformité, qui appuient les équipes qui travaillent, je vais les appeler les équipes Dora, mais ça peut être des équipes ISO 27001 ou RGPD. C'est très important le sponsoring pour faire avancer tout le monde dans un calendrier qui est quand même assez contraint, puisque, je le rappelle, en janvier, normalement, toutes les entités financières doivent être conformes, même si, je l'ai dit au début, je pense qu'il y aura une certaine souplesse sur ce sujet-là. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on a discuté avec Florence, c'est que finalement, on est dans 2 sociétés différentes et vous le verrez, il y a des différences, mais sur l'approche projet, en tout cas, on a la même. On suit vraiment le même type de gouvernance, et ces 3 étapes, on les retrouve dans 2 entités, 2 échelles différentes. Et c'était voilà, on voulait vous présenter, puisque finalement, c'est quelque chose qui est assez transposable à différents types d'organisations, et ce finalement, quelle que soit la taille, j'ai envie de dire. Donc justement, Alors, 2 exemples de gouvernance, ouais. voilà. Vas-y, Ouais, commençons. donc Florence, vous l'avez indiqué, on a 2 gouvernances finalement différentes. Donc on a un même mode projet, mais 2 gouvernances différentes. De mon côté, une gouvernance par chapitre avec, pour commencer, donc par chapitre Dora, hein, donc les fameux piliers qu'on vous a présentés sont aussi nommés chapitres. Donc
D'abord, sur la partie comitologie, de mon côté, on est vraiment parti sur un comité de pilotage mensuel par chapitre, qui va lui ensuite se diviser en comités de stream opérationnel ad hoc, qu'on réalise de manière plus ou moins fréquente en fonction des sujets, notamment par rapport au calendrier DORA, la sortie des textes, etc., pour essayer d'avoir une flexibilité, une agilité sur, si on peut dire ça comme ça, sur ces différentes thématiques. Et donc, comité qui va réunir autour de la table, je le dirai après, mais des leaders de chapitre, et qui voilà, sont mensuels. Et du coup, moi, dans mon entité, on a choisi plutôt une gouvernance par activité, c'est-à-dire qu'on s'adresse vraiment plus, on a écarté en fait l'approche par les piliers, on s'adresse vraiment à des experts métiers et on fait des comités de pilotage hebdomadaires. Alors là, c'est l'équipe plus l'équipe DORA, l'équipe gouvernance, le RSSI, on pilote le sujet comme ça et ensuite on a des ateliers avec chaque métier et dans l'équipe, on est un leader et un backup par thématique métier. Alors, quand je dis thématique métier, ça va être un des responsables d'Aura va s'occuper de toute la partie plan de continuité d'activité, de toute la partie test de résilience. L'autre va plutôt gérer tout ce qui est gestion des actifs, tout ce qui est registre. Un autre va prendre en charge la partie risque opérationnel. Voilà, donc nous, on s'est plus divisé par thématique comme ça. On a des ateliers réguliers avec du coup des interlocuteurs en fonction de nos thématiques. Et puis à chaque fois, on a un backup sur nos sujets au cas où euh, voilà, on n'est pas là. Voilà, et puis que quelqu'un puisse prendre le relais sur n'importe quelle thématique quand même. Au niveau indicateur, nous, on relève du coup des indicateurs. Pour le coup, on les relève par pilier quand même pour avoir une visibilité en fait sur quel peut être le pilier où il faut faire plus d'efforts, où on a besoin de mettre plus d'action et plus de budget. On fait aussi on produit aussi des indicateurs sur l'avancée du plan d'action pour vérifier que la roadmap qu'on s'était fixée, que le planning est bien respecté. De la même manière, production d'indicateurs, donc plutôt par chapitre, par un niveau inférieur par stream opérationnel, donc qui sont l'idée, alors de mon côté, dans l'entité dans laquelle je suis en mission, c'est vraiment les fonctions vraiment côté DSI qui ont pris le lead sur le projet DORA, donc c'est d'ailleurs le chef de programme et quelqu'un de la DSI. La sécurité est partie prenante, mais n'est pas lead sur le sujet, contrairement voilà, à l'expérience de Florence. Ce qui explique voilà, aussi donc, des indicateurs qui sont peut-être un petit peu plus orientés, j'ai envie de dire IT, et des indicateurs pour certains assez high level, vraiment qui viennent traduire l'avancement par chapitre, voilà, pour répondre à cette fameuse gouvernance par chapitre, et qui permettent de voir de manière assez globale l'avancement. Et effectivement, quand on veut descendre un peu plus dans le détail, on va aller voir ce qu'on appelle les streams opérationnels. Et donc, je vous ai donné quelques exemples en dessous d'une stream opérationnelle. Par exemple, on va avoir une stream qui va être totalement dédiée au Threat-Led Penetration Testing, qui est un sujet à part entière et qui est traité notamment par les services donc de Security Operating Center, les SOC, ou voilà, au sein du chapitre 2, toute la partie de stream d'identification des fameuses fonctions critiques ou importantes. Alors, on va finir avec ce dernier chapitre, c'est réussir sa mise en conformité. Quels sont les conseils clés qu'on pourrait partager par rapport aux expériences, aux deux expériences qu'on vit avec Oran. D'abord, je vais peut-être te laisser commencer si Ouais, tu veux tout à par fait, ouais. dispo, comme ça. Ouais.
Sur la disponibilité, la réactivité des acteurs métiers. Donc ça, c'est vraiment un point clé. Comme vous l'avez vu, on l'a répété, l'agenda Dora, il est assez contraint. On a des textes qui arrivent au fur et à mesure, voilà, de manière assez proche finalement de l'échéance du 17 janvier 2025. Et finalement, c'est pas forcément évident d'anticiper la disponibilité, la réactivité des acteurs métiers, parce qu'on a du mal, en fonction des sujets, à leur donner parfois de la visibilité, puisque même au sein du programme qui va venir traiter la mise en conformité à Dora, on l'a pas toujours sur tous les sujets. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très important. C'est on le dira ensuite, mais lié au pragmatisme. Mais c'est vrai que c'est important de s'assurer d'avoir les bonnes personnes en face en fonction des sujets abordés et de s'assurer de leur disponibilité. Donc bien les avoir embarqués, les avoir sensibilisés, leur avoir expliqué de quoi il s'agit. Donc toute une phase finalement d'apprentissage sur ce qu'est Dora et les enjeux, puisque comme l'a rappelé Florence, hein, c'est un règlement qui est contraignant et qui est du coup qui est important et qui est même stratégique pour une entité financière. Sur la partie ressources et budget, pareil, donc je l'ai mentionné tout à l'heure, hein, c'est un vrai point à garder en tête. Bon, n'importe quel projet, j'ai envie de dire, mais comme toujours lié à cet agenda réglementaire qui est assez contraint, la partie anticipation de ressources et de budget est pas forcément évidente. On l'a toutes les deux vu, nous, dans nos expériences. Il faut voilà, faire des enveloppes qui, finalement, traitent des sujets parfois qui peuvent finalement s'avérer plus complexes à réaliser que d'autres. Et c'est là que la phase vraiment d'identification des écarts est primordiale et où il faut, à notre sens, passer du temps. Il faut y consacrer du temps. C'est vraiment cette phase 1 qui est primordiale et qui va permettre justement de fixer ses ressources et son budget nécessaires pour mener à bien ce projet de mise en conformité qui est pluriannuel. Du coup, je rebondis sur la communication parce que tu en Oui. as parlé. C'est un aussi des points cruciaux de Dora. Voilà, c'est un règlement, il faut l'appliquer, il est contraignant. Donc, il faut aussi être capable de bien communiquer les enjeux aux ensembles des acteurs, de bien les acculturer, de bien les sensibiliser à ce sujet-là. Que tout le monde ait bien compris aussi comment fonctionne ce calendrier Dora, qui est aussi un petit peu spécifique, puisque tout le monde est très pressé de pouvoir passer à la partie plan d'action, puisque le temps file vite, mais peut-être aussi être capable de communiquer sur le fait que tous les textes ne sont pas encore définitifs et que parfois il vaut mieux prendre son temps, attendre un petit peu plus les versions finales plutôt que d'avoir fait 2 pas et puis d'être obligé de reculer puisqu'il y aura un changement peut-être en juillet quand le lot 2 va sortir. Donc d'arriver aussi à communiquer sur cette particularité du calendrier Dora pour ne pas aussi affoler, affoler les acteurs et l'ensemble des métiers. Et c'est là où aussi avoir des sponsors, je te laisse peut-être continuer sur cette partie, Oui, c'est tout à fait. primordial. Exactement, c'est primordial. D'autant plus, voilà, donc on disait pour assurer sur voilà, le long terme la bonne réalisation de ce programme de mise en conformité. Donc, identifier vraiment les personnes. Donc, en tout cas, nous, au sein de nos expériences, en tout cas pour ma part, c'est des membres du COMEX hein, qui sont sponsors du programme, qui on report donc de manière mensuelle, qui sont intégrés vraiment. Alors évidemment à leur niveau, avec un niveau d'information qui leur est destiné à l'avancement de Dora. Donc ça fait vraiment partie des grandes lignes directrices de l'année 2024. Et c'est important d'avoir des représentants qui sont qui vont avoir leurs équipes aussi d'impliquer. C'est-à-dire que je vous indiquais que de mon côté, c'est plus la DSI qui va prendre le lead. Le DSI est sponsor du programme Dora. De la même manière, on parlait des filiales qui sont à l'international. De mon côté, il y a une personne qui est en charge de toute la partie gestion internationale. Il est sponsor du programme. Donc c'est vraiment important d'identifier ces personnes qui vont être vraiment aussi des leviers en cas
voilà, de problématiques rencontrées, de points de blocage. Ça peut arriver et c'est important de les identifier au tout début, tout début du programme. Et ils vont peut-être, du coup, ces sponsors aussi aider dans la priorisation des sujets aussi pour les équipes et dans la gestion du calendrier, puisque il y a une espèce de dualité entre, j'en ai parlé, mais voilà, entre le calendrier métier vs le calendrier Dora. Et c'est là où les sponsors ont aussi une grande responsabilité, une grande place à jouer pour que ces deux calendriers arrivent à s'articuler et qu'on arrive dans un temps contraint à déployer un plan d'action et à faire augmenter le niveau de conformité le plus rapidement possible tout en étant raisonnable pour les équipes et avec les ressources et le budget nécessaire. Tout à fait. Et donc pour terminer, ce fameux point sur le pragmatisme, la priorisation. Donc, comme vous l'avez compris, on est contraint par le temps et donc oui, il faut choisir ses batailles. Cette priorisation est vraiment importante. On peut pas partir bille en tête en se disant qu'on va tout couvrir. C'est quasiment impossible, sauf à avoir un niveau de maturité qui est déjà extrêmement proche de ce que demande Dora. Mais en tout cas, à l'échelle de densité financière, c'est important de prendre les choses peut-être par scope. Se dire, cette année, je vais commencer par mettre en place sur un scope restreint et puis l'étendre l'année prochaine. L'important, c'est vraiment de montrer, notamment aux régulateurs, ça sera de montrer, en cas de contrôle, de montrer qu'on est dans une démarche vraiment de mise en conformité, Florence l'a dit, et qu'on a défini des plans d'action, que c'est aussi proportionnel à la taille de notre entité, à notre capacité budgétaire. Tout ça est pris en compte. Donc cette notion de pragmatisme, elle est importante, et surtout dans un contexte de règlement aussi important que Dora, qui couvre finalement énormément de sujets qui vont au-delà de la sécurité. Et on a fini notre présentation. J'espère que tout a été plus ou moins clair. Je ne sais pas si justement vous avez des questions, des points qu'on peut peut-être préciser. On va les reprendre, Florence. Déjà, merci à toutes les deux, Oran et Florence, pour la clarté de votre exposé. Merci beaucoup. Votre retour d'expérience, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus marquant que d'avoir du retour d'expérience concret chez les clients. Donc déjà, merci à toutes les deux. Je suppose, Oran et Florence, vous voyez les questions sur le côté ou est-ce que vous souhaitez que je vous les lise? De toute manière, il va falloir les lire pour tout le monde. Alors, je peux peut-être arrêter le partage si ça... Oui, oui, tu peux Ouais, laisser, tu peux rester dessus, là, c'est pas très grave. On ne ouais, peut pas ouvrir les micros pour tout le monde, sinon ça risque d'être la d'accord, cacophonie. ok, Ce que je te propose, c'est peut-être de reprendre les questions qui sont apparues là pendant votre presse et ouais, d'y répondre. Très bien. Moi, je les vois si tu veux, Florence, les ouais, questions. parce que moi, je les vois pas Ouais. du coup. Alors, donc on a une première question. Est-ce qu'on D'Ismaël. parle, tout à fait d'Ismaël, est-ce qu'on parle de n'importe quel sous-traitant, un prestataire de formation qui mettrait à disposition une plateforme SaaS, fait-il partie du scope de conformité à DORA? Eh bien, moi j'ai envie de répondre que ça dépend quel type de formation. En fait, c'est toujours cette approche par. Alors, je te laisserai aussi répondre en Florence. En tout cas, Mm. ma vision, c'est aussi une approche par les risques, c'est-à-dire que si cette fameuse plateforme de formation en mode SaaS, elle vient soutenir une fonction qui est vraiment Fonction importante, critique. critique, oui, dans ce cas-là, je pense que potentiellement, après à étudier dans le détail, mais en tout cas, potentiellement, ça coche les cases. Mm. Mais voilà, toujours, moi, je pense garder cette vision d'approche par les risques. Oui, en fait, il faut attention pas se tromper sur ça, c'est que Dora ne Mm. concerne pas tous les périmètres. Ça concerne uniquement les fonctions critiques ou importantes de l'entreprise. Et c'est aussi pour ça que c'est une étape très importante, c'est d'arriver à clairement bien définir quelles sont ces fonctions. Si ce n'est pas une fonction essentielle, ça ne rentrera pas dans le périmètre de Dora. Et donc, du coup, j'imagine que l'aspect formation ne porte pas euh, ne porte pas forcément une fonction critique, donc elle rentrerait pas dans le cadre des actifs TIC du périmètre de Dora. Par contre, si elle porte vraiment une activité critique pour l'entreprise, elle fera partie des actifs à surveiller, effectivement.
On a une deuxième question de Loubna. Bonjour. Sur la base de vos analyses, quels sont les changements/différences majeures identifiés dans les derniers RTS par rapport au règlement DORA? Je te laisse commencer à répondre, Florence. Ouais, par rapport à la première version des RTS, c'est ça? Alors non, là je comprends plutôt les RTS versus DORA. Alors en fait, c'est un complément, c'est-à-dire que dans Dora, on peut avoir une exigence, mais qui va être assez générale, et la RTS va venir préciser certains points ou le comment ou quelle politique on doit trouver à tel endroit pour répondre à cette exigence, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, par exemple au niveau chiffrement, au niveau cryptographique. Dora va donner l'indication qu'il faut effectivement du chiffrement et de la cryptographie, mais il ne va pas donner plus de précision sur le texte de niveau 1. Les RTS servent à ça, à préciser certaines notions, certaines exigences et la façon de mettre en œuvre aussi les choses. Par exemple, il y a une RTS qui concerne la classification des incidents. Cette RTS, elle vient préciser DORA, le texte de niveau 1, exige la notification des incidents majeurs, mais ne les définit pas. Donc, il y a une RTS qui vient et qui produit, qui donne une classification pour que tout le monde ait la même, avec des seuils, avec des critères d'alerte pour définir qu'est-ce que c'est un incident majeur et que tout le monde ait la même grille et la même façon d'évaluer les incidents. Donc, les RTS servent vraiment à préciser des choses où il y en a même, c'est des guidelines, puisque une des exigences demande à ce qu'on arrive, en cas d'incident, à être capable d'évaluer les coûts, les pertes. Et ben, les textes complémentaires viennent donner une méthodologie pour le faire, pour que tout le monde ait la même façon de compter, la même façon de calculer. Voilà, elle donne des précisions, elle précise certains points. Tout à fait. Ensuite, on a une question qui est donc d'Élodie. Non, pardon, ça c'est une question plutôt technique. Alors, de Rock. Alors, tous ces contrôles sont celles de l'ISO 27001. Quelle est la différence entre DORA et du coup l'annexe de la 27001? Je vais y répondre. Donc effectivement, parmi les thématiques sécurité qu'on a présentées, qui sont issues en fait du chapitre 2 de DORA, donc de la partie gestion des risques, effectivement, on retrouve voilà, des thématiques de l'ISO. Pour autant, et c'est là-dessus que j'avais voulu insister, en fait, l'ISO va venir finalement présenter un standard pour formaliser, implémenter son SMSI, donc en venant aborder effectivement là, les fameuses thématiques qui sont aussi abordées dans DORA, dans le chapitre 2 sur le management des risques. Mais après, pour ce qui est d'articles assez spécifiques, donc par exemple, voilà, Florence l'a mentionné, toute la partie sur la gestion des incidents de sécurité, enfin des incidents de manière globale, la remontée d'alerte, le fait de devoir remonter dans un certain formalisme un incident majeur à l'autorité compétente, le fait de réaliser un threat-led penetration test, tout ça, c'est pas des choses qui sont demandées par l'ISO spécifiquement. Donc, en appliquant l'ISO, ça peut donner une bonne base, ça peut cadrer finalement un SMSI pour voilà, se donner un bon niveau de maturité d'un point de vue sécurité. Cependant, on ne peut pas se baser que là-dessus pour s'appliquer et être conforme à DORA. Il manquerait des blocs importants, et notamment voilà, les deux que j'ai mentionnés, mais il y en a d'autres. Alors ensuite, est-ce que certains sujets sont couverts par NIS2 mais pas par DORA? C'est-à-dire, oui, bien sûr, Forcément, DORA oui. ne parle que de résilience, en fait. C'est DORA et NIS2, le croisement entre les deux, c'est la résilience opérationnelle. Alors que NIS2 est beaucoup plus global. Il s'agit d'augmenter le niveau de sécurité et de maturité générale. Il y a une partie résilience dans NIS2, mais DORA, elle, est essentiellement orientée résilience opérationnelle. Tout à fait. On a une question d'Amar. La taille de l'entreprise traitée, user IT, équipe IT, ainsi que la durée de chacune des 3 étapes. Alors la taille de l'entreprise, moi ça se compte en plusieurs milliers de personnes, de mon côté. Je pense que Oui, toi moi aussi, aussi, c'est à peu Florence. près, 15 000 personnes, oui. Ouais, 15 000 ouais, personnes. c'est à Et peu du près coup, ça.
Sur Ça. après la partie user IT, équipe IT, moi c'est pareil, c'est des milliers de personnes sachant qu'on parle à la fois de personnes qui sont internes à la société, mais aussi d'externes. Donc effectivement, on est en milliers de personnes également de mon côté sur toute la partie IT. Moi, je pense qu'on doit être moins de 1000 sur la D'accord. partie IT. On doit être à peu près 600 sur la partie IT. Et ensuite, sur la durée des 3 étapes, alors, pour ma part, l'étape 1, on est toujours dedans. On a débuté évidemment, l'étape 2 également et pour certains, mais c'est un tout petit scope l'étape 3. Mais j'ai envie de dire que, sur l'étape 1, bon là, en fonction, vous avez les données sur la taille de l'entité, et le fait qu'on ait des filiales, il y a des filiales à l'international, et bien, c'est, à minima, moi je vois pas comment on peut faire la chose en moins de j'ai envie de dire, un trimestre et encore, ce serait vraiment, moi je Oui, pense qu'on est plutôt en un semestre. Oui, en fait, c'est une question compliquée en Tout fonction à du fait. contexte et de la taille. Là, comme on a précisé la taille, effectivement. Ouais, Et puis, il y a aussi enfin, pour ma part, dans mon expérience, on a plusieurs entités avec pas le même système d'information. tout à fait. Donc, on n'a pas la même maturité non plus. On n'a pas la même. Donc, il y a énormément d'interlocuteurs différents en fonction des thématiques. Sur la partie plan de continuité d'activité, on va devoir aller rencontrer 3 acteurs et faire 3 analyses d'écart différentes pour que chaque entité ait une analyse d'écart adaptée à son contexte. Euh, donc oui, je dirais, et puis après, tout dépend de combien de personnes est constituée l'équipe de mise en conformité. Parce que si on met 10 personnes à la mise en conformité, ou 20 ou 30, effectivement, on a une armée et ça peut avancer beaucoup plus rapidement. Donc il y a plein de facteurs à prendre en compte, mais je dirais en moins de 3 mois, à ces échelles-là, ça serait très compliqué. 6 mois est beaucoup plus réaliste et avec quand même un ensemble quand même des ressources importantes. Tout à fait. Voilà. Et après, pour les 2 étapes qui suivent, j'ai envie de dire, c'est au fil de l'eau. En fait, c'est un projet qui est, comme on l'a dit, sur plusieurs années. Donc là, on l'a débuté, on a également débuté des étapes 2, voire 3 pour certains tout petits périmètres, mais ça va s'étaler sur, en tout cas, le plan nous en tout cas de mon côté, va jusqu'à 2026. Donc on est sur ce genre d'échelle. Oui. Ensuite, je vois dans les questions, il y avait une question sur la partie budget, fourchette de budget, Nice de Dora. De mon côté, moi j'ai pas l'info de manière, centralisée, à communiquer comme ça ou qui serait, je pense, Pareil de mon intéressante. côté, en fait, la partie budget. Et puis avec Nice 2, je suis d'accord, il y a une articulation hein, entre les deux. Donc il y a des choses Tout à qui ont fait. été mises en place pour être conformes à Nice 2 par les entités financières, puisqu'elles sont aussi opérateurs essentiels. Donc, mais au niveau budget, là, c'est très. J'aurais pas de fourchette à Mmh. donner, puisque les choses se croisent, c'est très compliqué. Tout à fait. On a une question sur les indicateurs, exemple d'indicateurs concrets mis en place. Moi, de mon côté, je peux vous en donner un, par exemple, sur la partie des testings. On a un nombre de tests qu'on a listés à réaliser, ben, on les suit tout bêtement, on regarde le nombre de tests qu'on a déjà implémentés, donc ceux qui tournent, pour voir en termes de couverture de tests, par rapport au plan hein, qu'on a défini, qui est un plan annuel, voilà, comment on a avancé, parce qu'on a certains tests sur lesquels on n'était pas mature et donc on est en cours d'implémentation, donc on le suit par exemple comme ça, à travers un indicateur assez bête, mais c'est le Voilà, suivant. autre exemple d'indicateur de mon côté, par exemple, on réalise des analyses de risque sur toutes les applications qui vont intégrer le système d'information. Donc, on a fait tout un travail d'étude des fonctions critiques dans le cadre de Dora. On a fait donc du coup un relevé des applications qui supportaient ces fonctions. Et donc, en fait, on a croisé les éléments avec les analyses de risque qui ont été faites. Et il s'avère que certaines applications n'ont pas encore d'analyse de risque effectuée. Et donc, on suit cet indicateur de près. On a une dette avec un calendrier qu'on doit absolument, auquel on essaye de se conformer pour réduire cette dette. Et au final, on suit ce calendrier de près pour être sûr qu'on soit bien conforme à l'échéance qu'on a prévue.
Il y a une question sur les TLPT aussi. Est-ce que donc, toutes les sociétés du secteur financier sont censées réaliser un TLPT dans les 3 prochaines années? Alors ça Alors, dépend effectivement de leur taille, hein. ça Je te laisse dépend de leur préciser si tu veux. taille. On peut être soumis à DORA et ne pas Tout à avoir de fait. test de TLPT à effectuer. Ça, c'est l'autorité compétente qui le décidera. C'est elle qui est le moteur là-dessus. Donc, on peut très bien ne pas être soumis à faire ce genre de test. Et comme on l'a dit, ça peut être tous les 3 ans, mais l'autorité compétente peut aussi en demander plus, peut aussi en demander 2, peut voilà, ou dire pour ces 3 années, c'est pas vous, vous passerez dans 4 ans. Voilà, c'est vraiment sous contrôle de l'autorité compétente, cette partie-là. On a une question aussi intéressante sur la partie comment décider qu'il s'agit d'une fonction critique. Alors ça, pour le coup, dans la mission à laquelle je suis, c'est vraiment réuni autour de la table le métier forcément qui a été identifié. Donc on part des BIA, donc des Business Impact Analysis réalisés par les équipes de continuité d'activité pour identifier déjà voilà, les fonctions qui sont dites critiques et on balaye ces fonctions-là avec les métiers qui sont concernés et on met autour de la table pour discuter et évaluer aussi les impacts, hein, forcément, de catégoriser ces fonctions-là comme critiques. Il faut que ça reflète la réalité de l'entité, évidemment. Mais voilà, faut aussi intégrer les contraintes que ça implique en termes de mise en conformité, donc toujours dans cette optique de pragmatisme, peut-être toujours garder ça en tête. Je te rejoins. Nous, on est parti exactement du même de la même façon. On s'est appuyé sur les BIA, sur les métiers. On est parti de là. Et puis, exactement comme toi, on a essayé aussi, dans un premier temps, de réduire le scope, d'essayer de pouvoir de se mettre en conformité, éprouver les nouveaux processus sur un scope cohérent, bien évidemment, mais qui sera certainement élargi une fois que que les processus auront été testés et que on ait une visibilité et que Dora ait déjà été intégrée à l'entreprise. Tout à fait. On a une question justement assez intéressante sur la taille des sociétés, donc notamment comment travailler avec de petites sociétés de gestion de quelques dizaines de personnes sur la conformité à DORA, les budgets cyber étant déjà contraints, voire inexistants. Moi, je pense qu'il faut essayer de mutualiser avec des choses qui seraient déjà en place. Par exemple, voilà, un framework comme l'ISO 27001, essayer de voir s'il n'y a pas déjà des bases qui existeraient, qui permettraient de répondre à DORA, sachant que vous verrez dans le texte, il y a des mentions assez spécifiques pour des entreprises qui sont dites de micro-entreprises, avec des exigences qui sont évidemment moins contraignantes du fait de la taille, du budget, du risque auquel ces sociétés s'exposent et exposent du coup leurs clients. Donc effectivement, en fonction de la taille, et surtout pour des petites sociétés, je pense qu'il faut essayer de vraiment justement d'être pragmatique et de vraiment essayer de mutualiser avec des choses qui existeraient déjà. Donc il y a un gros travail là pour le coup, je pense, d'étape 1 de l'état des lieux et de vraiment essayer de faire une stratégie qui soit la plus en phase et proportionnée à la taille de sa société. Je sais pas si tu veux compléter, Florence. Non, je pense que tu as tout dit. Voilà, d'après votre expérience, est-ce que vous pouvez donner une organisation pour pouvoir réussir la mise en conformité? On a donné 2 exemples. Après, c'est pas forcément voilà, c'est 2 exemples de 2 vécus, mais il y a peut-être d'autres manières de faire. Je pense qu'on a déjà plus ou moins répondu à la question. Avez-vous été partie prenante dans le dialogue avec les superviseurs? Quelle était son attitude à l'égard des projets? De mon côté, non, ça n'a pas été le Non, cas. moi non plus. Il y a effectivement quelqu'un qui est responsable tout à de ça fait. dans mon équipe, mais pas de mon côté. Après, des retours que j'en ai pour le moment, il est plutôt vraiment dans l'accompagnement. Le but, c'est de pousser et d'accompagner. C'est pour ça que je pense qu'il y aura aussi certaines souplesses. Le but n'est pas d'infliger des contrôles intempestifs et des amendes l'année prochaine, je pense.
Tout à fait. Et effectivement, dans la société dans laquelle je suis en mission, le régulateur propose de réaliser comme un exercice à blanc bon, qui est plus ou moins imposé, mais qui n'est pas en tout cas contraignant, qui ne viendra pas poser de recommandations de ce genre de choses, qui vise vraiment à tester finalement là où on en est, notamment sur la partie de gestion des tiers, dans toute la phase de recensement. Et qui donc propose cet exercice-là pour le mois de septembre. Donc, justement, je rebondis sur ce que tu disais, Florence, la partie Mmh. accompagnement de la part du régulateur, c'est effectivement assez visible. En tout cas, moi, je le vois là de cette manière. Ouais, bah, nous, on participe aussi, du coup, à l'exercice. D'accord, bah voilà. Mmh. Et à Oran, partir de quelle taille voilà, est soumise un TLPT? On y a Oran, répondu. une petite question. Mmh. On parlait de sanctions. Est-ce que le Oui. régulateur a déjà posé un peu les critères sur lesquels il va mettre plutôt l'accent de contrôle et le montant des sanctions, si toutefois on devait parler de montant? Alors, le montant, c'est à partir de 10 millions d'euros ou 5% du chiffre d'affaires global de l'entreprise. D'accord. Ça serait la sanction en cas Merci. de, voilà, maximum en cas de grosse non-conformité. Ça veut dire que ça va être géré comme la RGPD était gérée aussi, c'est-à-dire qu'ils ont mis des deadlines, ils vont laisser sans doute une petite année passer en disant, bon, ben voilà, en garde-fou, soyez à l'heure l'année prochaine quand on repasse. Et là, au bout d'un an, ils vont remettre des sanctions. C'est la vie. Alors, malheureusement, moi, je peux pas garantir ça, hein, mais, mais je Oui, pense que, j'imagine. je pense que oui, c'est un peu la vision. Le calendrier est quand même très contraint. On n'a toujours pas les derniers textes. On les aura qu'au mois de juillet. Quand on travaille à l'échelle d'entités financières importantes, faire une mise en conformité, ça prend pas un mois, ça prend pas 2 mois. Je pense qu'ils en sont parfaitement conscients. Le but, c'était vraiment de pousser le sujet, que tout le monde ait pu commencer à travailler dessus. Pour moi, alors je ne travaille pas chez eux, donc je ne connais pas, voilà, je peux pas garantir ça. Mais pour moi, ils vont faire un petit peu comme pour le RGPD, laisser le temps aux entités, peut-être être plus dans l'accompagnement l'année prochaine. Je dis peut-être, enfin voilà, venir contrôler, mais sans mettre de sanctions, plutôt aider, voir si on est sur la bonne voie. Et ils commenceront effectivement leur vrai contrôle et les amendes, je pense, à partir de 2026. Mm. Je partage ce que tu dis. Merci pour la réponse, Florence et Oran. Ce que je vous propose, c'est de prendre une dernière. Mm. Là, il y a les questions d'Amar, qui était la dernière ou Oui, l'avant-dernière de tout à Montsouris, fait. peut-être. Sur la taille de la société soumise à un TLPT, on y a répondu. Et donc, Damar, est-ce que la mise en place d'un SMCA peut accélérer une mise en conformité à DORA, ou du moins, comment un SMCA peut aider à accélérer, c'est la même question, accélérer la mise en conformité à DORA? C'est vrai qu'on a parlé que de la norme ISO 27001, mais on peut aussi parler d'autres normes, l'ISO 22301, qui vient du coup détailler ce fameux système de management de continuité d'activité. Oui, ça peut aider, je pense, de la même manière, ça couvrira pas tout, mais Oui. de la même manière que sur la partie, on va dire, plus sécurité, le SMCA peut venir apporter une base, je pense, qui peut être intéressante. Parfait, merci. Je vois, attendez, il y a un petit message qui vient d'arriver. Le barème des sanctions pour les entités essentielles. Ouais, Ouais, c'est ça, ce que disait Florence aussi, tout à fait. maximum de 10 millions ou 2% du CA. Merci pour le complément. Je réponds à deux, trois questions qui ont été ouvertes hors sujet, la Dora. Si vous souhaitez retrouver, ce webinaire a été enregistré, donc il sera disponible sur la chaîne YouTube de Cyberty. Vous pouvez reprendre contact à partir du site aussi sur Contact en disant que vous voulez avoir de l'information complémentaire sur le Cybermeet numéro 7 qui porte sur Dora et Nice 2. On fera le relais évidemment auprès de notre partenaire Lovell si vous le souhaitez. J'ai vu qu'il y avait quelques clients qu'on connaît et quelques prospects aussi présents ce jour. Donc n'hésitez pas aussi à revenir vers nous si vous avez besoin d'expertise ou de consulting sur le sujet. Voilà, c'est à peu près tout. Est-ce que les filles, vous avez des points pour conclure à mettre en avant? Ou est-ce que vous avez fait le tour, ce qui était déjà pas mal? Non, j'espère que ça a été clair, bien que c'est ce qu'on a dit au début, hein, c'est une overview, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Et Voilà. puis le sujet est assez jeune aussi. Donc je pense Tout à Voilà, fait. c'est le sujet du moment. c'est toute la Euh, difficulté aussi. Je pense qu'on aura un meilleur retour. Peut-être qu'on se posait la question de faire un retour d'expérience un peu plus pointu dans un an. oui, Où tout à là, Effectivement, oui. fait.
Ouais. où là, il va y avoir les retours et sur les couches un peu plus basses, quoi, sur le segment économique un peu plus bas que le Oui, CAC 40 aussi. Là, ça Tout serait à fait. intéressant de voir les grosses ETI, comment elles ont réagi face à cette nouvelle réglementation. Oui, tout puis à je pense fait. enfin, toutes les entités doivent en être un peu à la même phase, hein. Je pense que personne ne sera full conforme en janvier. Tout le monde doit C'est être clair. pour le moment dans ses analyses d'écart, un peu de plan d'action, mais voilà, c'est le début, hein. Oui, c'est découverte, cartographie et comme tu disais, Florence, mesure des écarts pour savoir où est-ce qu'on actionne rapidement. Tout à Ouais. fait. Bon, bah, j'ai plus qu'à vous remercier. Je remercie déjà Lovell pour sa participation et en particulier Oran et Florence pour leur prise de parole ce soir. Je remercie tout le monde, toutes et tous, pour leur présence. On était une bonne cinquantaine tout à l'heure. Un peu déçu qu'il n'y ait pas plus de monde parce qu'on avait quand même, comme je le disais en introduction, plus de 200 inscrits. Après, peut-être que le beau temps, les gens ont peut-être préféré une terrasse qu'une concentration sur Dora. On peut pas dire qu'on a eu trop de soleil ces derniers temps, donc je pourrais le comprendre et excuser évidemment. Bon, bah, la Euh, prochaine fois, il faudra faire l'événement en terrasse. Voilà. alors, Florence, tu ne crois pas si bien dire parce que le dernier Cybermeet que nous avons fait, on l'a fait en webinar et en présentiel et il y avait donc un apéritif sur le rooftop au bureau et on l'a pas produit cette fois-ci. Il y en aura, le prochain sera en apéritif courant juillet là. D'accord, ok. D'accord. Voilà. On aura plaisir à vous recevoir, Lovell, évidemment, aussi, si vous le souhaitez. J'ai plus qu'à remercier tout le monde, à souhaiter à tout le monde une excellente soirée et une bonne fin de journée. Et on reste tous en contact. Et si vous avez besoin, on fera le relais auprès de Lovell, évidemment. Merci à tout le monde. Merci à tous. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.